Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée. J'y reviendrai, dans laquelle j'ai beaucoup appris. Et puis, elle est partie, mais je voulais remercier Céline d'avoir fait son introduction parce que je me demandais comment me positionner vis-à-vis de vous aujourd'hui. Et en fait, elle a fait le travail, c'est-à-dire que je vais me positionner à peu près de la même façon. C'est-à-dire que moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de la radicalisation. Moi aussi, je viens à ces questions poussées par le terrain et puis quelquefois par des appels d'offres universitaires plus ou moins discutables qui proviennent des niveaux locaux, nationaux ou internationaux. Et donc, depuis ce matin, j'ai beaucoup appris. Alors, j'ai failli changer mon titre en cours de route en disant comment est-ce que je peux encore parler après la matinée de discours du radicalisé. Et puis finalement, je l'ai gardé avec toutes les précautions que je serais amené à prendre, mais je voudrais dire toute la reconnaissance que j'ai de pouvoir assister à une rencontre entre des chercheurs, des acteurs, des témoins. Ça a amené une dimension très très différente. Alors, mon terrain, il est un petit peu différent puisque je travaille depuis quelques années maintenant sur des situations de toute façon de confrontation à la violence extrême. D'ailleurs, je travaille avec des négociateurs policiers en situation de violence extrême, c'est-à-dire lorsque l'intégrité ou la vie même des individus sont mis en danger. Donc, on peut avoir affaire à des forcenés, barricadés, preneurs d'otages, suicidaires à haut niveau de dangerosité. Et puis, bien sûr, depuis quelque temps, on peut avoir affaire à une population qu'on va dire radicalisée. Mais l'une des questions qu'on se posait quand c'est apparu, c'est est-ce qu'ils sont beaucoup plus radicalisés que la mère de famille qui prend sa fille en otage en menaçant de tout faire sauter. Là aussi, on a un rapport à la violence qui est évidemment extrême. Donc, c'est de ça que je vais vous parler, c'est-à-dire à quoi ressemblent ces discours? Est-ce qu'on peut les traiter comme les autres? Et on va voir que non. Et donc, quelle est la nouveauté par rapport à ces discours qu'on va appeler radicalisés? Alors, en termes de crédit, donc je viens de Toulouse, l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier, université des sciences, un laboratoire de sciences de l'information et de la communication. On développe des logiciels d'analyse automatique de discours, j'y reviendrai, mais donc les méthodes qu'on emploie, c'est des méthodes d'analyse des véritables discours tels qu'ils ont été prononcés par les gens. Et ça se fait au sein d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle Structuration des mondes sociaux et une initiative qui a été portée par la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. Voilà, opération de recherche qui est financée par l'IDEX de Toulouse et les opérations CNRS Attentat Recherche. Ça y est, j'ai fait mes crédits. Donc le cadre de l'étude, je l'ai dit, on se situe en situation de négociation policière de crise extrême. Et donc à l'heure actuelle, je travaille avec la police française et la police suisse. Et donc nous avons une quinzaine de situations de négociation dans lesquelles les négociateurs essayent d'éviter ou de retarder au maximum l'intervention des troupes d'assaut, et donc de faire en sorte que la personne puisse sortir et être prise en charge avant que les policiers des troupes d'assaut entrent dans le domicile. Donc 15 négociations. Je passe sur les aspects purement techniques, mais pour vous montrer dans le petit rond un exemple de logiciel qu'on développe à Toulouse, qui est un logiciel libre d'ailleurs, qui peut être téléchargeable, et qui permet à partir de ces textes saisis en machine d'essayer de repérer des cadres lexicaux, c'est-à-dire des thématiques, des types de discours. Donc c'est ce qu'on appelle de la lexicométrie ou de la textométrie, et ça fonctionne sur des classifications automatiques du lexique, sur des analyses de cartographie diverses, etc. Donc je ne vais pas vous faire beaucoup de statistiques, rassurez-vous, mais à la base, il y a quand même tout ce travail qui est un travail d'approche technologique des matériaux discursifs. Alors, voilà ce que ça donne, c'est assez impressionnant comme ça, mais lorsqu'on analyse ces 15 discours, ces 15 séquences de négociation, qui peuvent aller de 20 minutes à plusieurs dizaines d'heures, notamment une prise d'otage en milieu carcéral qui a pris une vingtaine d'heures, mais ça peut aller aussi 15-20 minutes, ça peut suffire. L'arrivée des troupes d'élite, quelquefois, suffit à déclencher chez la personne le petit déclic qui disait « bon, d'accord, s'il y a tout le monde, je sors ». Et donc là, c'est résolu assez vite. Donc c'est très très variable comme situation de négociation. Et donc, pour aller assez vite, vous voyez que tout à fait à droite du graphique ici, de ce premier graphique-là, donc on part d'un corpus avec un fameux nuage de mots, on en trouve partout maintenant dans les médias, et puis on peut avoir ces deux représentations-là, celle-là, vous voyez, non, vous ne voyez pas grand-chose en fait, mais il y a une classe de lexique qui se détache nettement de toutes les autres, et qu'on retrouve ici aussi
dans ce graphique-là, avec des mots comme Allah, France, militaire, Afghanistan, Pakistan, musulmans, Hamdoulillah, tuer, talibans, pays, etc. Donc cette classe de lexique qu'on trouve particulièrement corrélée à des situations de forcenés en situation de radicalisation musulmane, notamment en situation connue à Toulouse en 2012, c'est celle-là qui va nous intéresser en disant finalement ce discours a l'air d'être défini statistiquement comme étant particulier, quelles sont ses particularités et quels enseignements on peut en tirer pour une action sur la négociation. Et vous verrez que ce qui commence à m'intéresser moi aussi, c'est est-ce qu'on peut extrapoler ces questions-là à d'autres situations de discours dits radicalisés. Alors, ce corpus global nous renvoie à ce qu'on peut appeler la radicalisation, ou Gerald Bronner qui dit donc l'aptitude de certains individus à sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux, leur carrière professionnelle, leur liberté, et en particulier leur vie, et dans de nombreux cas celle des autres, au nom d'une idée. Alors c'est une définition un peu rapide de Bronner. Je proposerai peut-être enfin une définition un petit peu plus fine qui ne fait pas intervenir uniquement l'individu lui-même, mais son contexte, et ça a été évoqué ce matin, le contexte global qui peut aussi être pris en compte dans une définition. Alors voilà comment on peut matérialiser le discours radicalisé, hein, un certain nombre de classes lexicales, hein, là vous voyez peut-être un tout petit peu mieux ici, hein, des choses autour d'un parcours religieux, autour des armes, autour de la relation à la France, à la nation, et puis autour de la justification politique et religieuse des actes terroristes. Alors, plutôt que de faire une analyse statistique, je vais vous proposer de plaquer sur cette analyse une grille de lecture qui a été proposée d'abord dans les années 80 et puis refaite il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, par Willem Doise, professeur de psychologie sociale à l'Université de Genève, qui proposait d'expliquer les phénomènes en 4 niveaux. Et donc je vais reprendre ces 4 niveaux. Alors en fait, dernièrement, il en a proposé 6. Mais je vais essayer de rester un petit peu dans ces 4 niveaux, même si je mentionnerai les 2 autres. Et donc, dans ces discours, de cette fameuse classe de discours qu'on va appeler radicalisés, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut y trouver un premier niveau qui est un niveau, alors qu'on ne va pas trouver justement, et qui est, première explication du djihadisme et du terrorisme islamiste, qui est un niveau neurologique. Et on l'entend, hein, ce matin on disait, par exemple, Breivik a été taxé de schizophrène. Finalement, les djihadistes, les terroristes djihadistes, sont-ils tout simplement schizophrènes? Sont-ils des malades mentaux? C'est une première question qu'on peut se poser. Et là, la plupart des auteurs qui ont travaillé là-dessus renoncent à expliquer par des causes psychiatriques le passage à l'acte terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil psychiatrique. On évoquait rapidement ce matin le DSM-5. Il n'y a pas de profil psychiatrique conforme au djihadisme ni dans le DSM-5, ni dans d'autres examens cliniques d'individus radicalisés. Alors, ma littérature est plus américaine de ce côté-là qu'européenne, mais aux États-Unis, il y a une grosse littérature là-dessus, et on n'y arrive pas. Alors, quelques études contradictoires quand même, notamment de gens qui disent si, il y a un profil clinique qu'on peut retrouver, ce sont des perdants radicaux, mais on va voir que justement cette idée même de perdant radical échappe à une taxinomie psychiatrique et va chercher dans d'autres relations que l'individu établit avec son entourage. Et donc Nicolas Estano, qui est un psychologue judiciaire, un clinicien judiciaire de Paris, disait « Il ne faut pas confondre la folie de l'acte avec la folie de la personne ». Et donc ce n'est pas parce que l'acte lui-même nous paraît délirant que la personne elle-même est délirante. Et il disait, vous savez, les recruteurs de djihadistes et plus généralement de radicalisés écartent très souvent les personnes qui présentent une fragilité psychiatrique, parce qu'il faut quand même pouvoir compter sur eux. Et donc il y a une sorte de méfiance. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de base neurologique en termes de psychiatrie avérée aux individus djihadistes. Alors, il y a sans doute d'autres processus mentaux, et là, j'ai eu les mêmes lectures. Hein. Quand on découvre ça, on va chercher du côté de Farhad Khosrow-Khavar, par exemple. Moi, j'ai lu surtout son livre d'interview de djihadistes en prison. C'est essentiellement ça que j'ai regardé, parce que j'ai retrouvé des choses que je voyais aussi du côté des individus que les policiers avec lesquels je travaille pouvaient rencontrer. La première chose, c'est la question de l'humiliation. Et donc là, on retrouve peut-être la question du perdant radical, c'est-à-dire les gens qui se sentent humiliés par la majorité, qui se sentent minoritaires et une minorité oppressée.
On appelle ça aussi quelquefois la privation relative, c'est-à-dire l'écart entre ce que j'ai et ce que je serais en droit d'attendre, ce que je serais en droit d'avoir. Et plus cet écart est grand, plus je vais ressentir un sentiment d'humiliation, un sentiment de privation, et donc qui peut être motivant pour faire carrière. Un certain nombre de gens utilisent cette privation relative pour se mettre au travail, et puis d'autres, ça va les motiver peut-être à rentrer en résistance ou en lutte armée contre le système qui les oppresse. Et cette privation relative peut être vécue à un niveau individuel, puis plus récemment, des auteurs américains ont proposé des cas d'extension à un niveau collectif, c'est-à-dire non pas l'écart entre ce que j'ai et ce que je serais en droit d'avoir, mais l'écart entre ce que mon groupe a et ce qu'il aurait en droit d'avoir. Et quand les deux peuvent se conjuguer, ce que j'ai et ce que mon groupe a, par rapport à ce que moi et mon groupe seraient en droit d'avoir, à ce moment-là, on a une possibilité de tendance à la violence sociale. Et donc, bon, je vous cite là, tout ce que j'ai mis, je ne vais pas tout lire, mais ce sont des extraits, parce que les logiciels qu'on a peuvent extraire des thématiques, et vous voyez donc le rapport aux caricatures du prophète, le rapport aussi aux guerres, c'est-à-dire à l'implication de la France dans les guerres contre des pays musulmans, la question de l'activation du conflit israélo-palestinien, j'y reviendrai, et puis donc le fait de dire, tu vois, si tu avais une religion et qu'elle était attaquée, menacée, attaquée de toutes parts, et bien toi aussi, je pense que tu voudrais défendre l'honneur, la fierté de ta communauté, donc tu peux me comprendre, je suis dans mon droit. Donc ça, c'est le premier niveau intra-individuel, la façon dont la personne se pense dans ce dispositif. Deuxième chose, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça nous arrive à tous, c'est-à-dire le besoin que nous avons finalement de croire que ce qui nous arrive est assez cohérent. Je ne dis pas forcément est juste, encore qu'il y a une théorie de la croyance en la justice du monde, ce qui m'arrive est juste et finalement je l'ai mérité. Là, c'est un peu autre chose, c'est finalement ce qui m'arrive est cohérent. C'est un peu, je l'ai bien cherché, mais en même temps, c'est aussi les choses, l'univers est organisé. Et ce biais de confirmation, s'il nous arrive, c'est peut-être pour ça que quelquefois on se prend à regarder notre horoscope, mais l'idée d'une organisation comme ça qui fait « Ah bah oui, tiens, c'est vrai, ça colle ». Et comme s'il y avait des confirmations, on en avait besoin. Mais il va être complètement exacerbé par les individus djihadistes qui vont donc mettre en place des biais de confirmation très très forts. Et là, donc quelques exemples, mais le fait que, là c'est Mohamed Merah directement, le fait qu'après avoir assassiné les enfants juifs de l'école juive de Toulouse, il a croisé la police et il dit, tu vois, ils ne m'ont même pas arrêté. C'est donc, ça confirme. Et donc la même chose, alors le meilleur c'est le dernier, tu vois, j'ai pris un fusil de type micro-Uzi, alors le Uzi est un fusil mitrailleur, un pistolet mitrailleur israélien, et tu vois, ça confirme, j'ai tué des juifs avec un pistolet israélien. C'est comme s'il y avait toute une organisation et une cohérence. Vous voyez, avec une réaction donc, qui n'est pas une réaction de psychopathologie, qui est une recherche de confirmation, une recherche de cohérence. Et on aura d'autres exemples qui montrent que lui, par exemple, est tout sauf schizophrène. Deuxième niveau, après le niveau intra-individuel à l'intérieur de la personne et neurologique, le niveau inter-individuel, c'est le niveau des relations entre les gens. C'est un niveau qui est traité de plusieurs façons. Le premier, c'est la question des quartiers. Les quartiers populaires sont-ils des viviers de djihadistes ? Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend et il y a un certain nombre de travaux de sociologues qui montrent qu'il y a des phénomènes de radicalisation dans les quartiers populaires. Et que, du coup, donc, il y a un rapport assez ambigu, je disais encore des choses là-dessus récemment, sur la politique policière dans les quartiers populaires, où à la fois, il faut y aller, mais pas trop, il faut être présent, mais en même temps, il ne faut pas trop faire de vagues pour, en gros, préserver la tranquillité. Et savoir que ce genre de relation entre la police et les quartiers a été traité de façon très différente dans plusieurs pays, mais un des exemples, ça a été dans une petite ville espagnole, Fuenlabrada, où les policiers ont instauré, enfin les politiques ont instauré un système de contrôle d'identité avec les récépissés de contrôle d'identité. Et à partir du moment où ils ont mis en place ce genre de formule, non seulement ils ont diminué l'agressivité de la population à leur égard, mais en plus ils ont augmenté l'efficacité réelle des contrôles, puisqu'on contrôlait moins les mêmes personnes, mais du coup, le peu de personnes qu'on contrôlait pouvaient être susceptibles d'avoir un comportement contraire à la loi. Et du coup, il y a une augmentation de l'efficacité et une baisse de l'agressivité. Et donc, c'est peut-être quelque chose, alors je sais que c'est quelque chose qui devait être mis en place en France et qui finalement ne l'a pas été. Le milieu familial, on en parlait tout à l'heure,
c'est aussi un niveau interindividuel. On sait qu'il y a une très forte influence du milieu familial. Hein. Il y avait un titre de journal l'année dernière qui était la question des fratries, hein, puisqu'il y a beaucoup de frères et sœurs djihadistes. Ce matin, il y avait cette discussion entre deux visions. Une vision qui disait les djihadistes sont des gens qui n'ont pas été aimés par leurs parents, et l'autre qui disait non, pas du tout, c'était peut-être qu'ils ont été trop aimés, ou en tout cas c'est le retour de l'enfant. Et je suis persuadé que les deux ont raison, et qu'effectivement la question ne peut pas se résumer à quelque chose d'aussi simpliste sur le milieu familial, mais que le milieu familial lui-même, intégré dans un milieu social, doit avoir un certain nombre de choses à interroger. Et puis il y a la fameuse question des réseaux sociaux numériques. Hein. Donc Facebook est-il le terreau de la propagande? Là aussi, Céline l'évoquait tout à l'heure, on a un peu quitté le terrain de la prison pour entrer sur celui d'Internet, comme si Internet était ce qu'on disait à une époque de la télévision et qu'on dit un petit peu des jeux vidéo, hein, c'est-à-dire un vecteur de violence sociale. On a l'habitude de considérer maintenant que la violence sociale est d'origine sociale, qu'éventuellement les médias peuvent être un appui à cette violence sociale. Il y a sans doute une différence entre les garçons et les filles sur cette question-là. Il y a une thèse qui a été soutenue en Belgique là-dessus, qui montre que les parcours de djihadistes garçons partent très très rarement d'Internet. Internet leur sert à faire de la propagande, mais ce n'est pas là-dessus qu'ils ont nourri leur projet. Par contre, pour les filles, c'est un petit peu différent. Les réseaux sociaux ont sans doute plus d'impact, plus d'effets. Donc évitons de retourner à ce qu'on appelait à une époque les modèles hypodermiques. Hein. Ce n'est pas en regardant la violence que je deviens violent. Hein. Il y a sûrement la façon de recevoir la violence et la façon de d'en traduire les significations qui est importante. Et donc finalement la question des réseaux sociaux, c'est de savoir quelle en est vraiment la cible. Et la cible, c'est sans doute nous, hein. C'est-à-dire que ce que disent les djihadistes, c'est que les réseaux sociaux, ça leur sert à choquer l'opinion. Ça sert à marquer les journalistes. Et Mohamed Merah le disait très très bien. Il disait j'ai essayé de poster ma vidéo, sauf qu'elle était trop grosse, donc il a fallu faire un montage et il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il disait ce que je veux, c'est choquer l'opinion, parce que je sais que vous, les journalistes occidentaux, vous n'allez pas le passer dans vos journaux. Mais il y a d'autres chaînes qui vont le passer, et puis il y en a qui ne pourront pas s'empêcher d'aller le chercher. Et vous allez voir, vous allez être choqués par ce que vous allez voir. Donc en fait, les réseaux sociaux numériques servent beaucoup plus à la propagande à destination des médias occidentaux qu'à des fins de recrutement des djihadistes. Troisième niveau, ce qu'on appelle le niveau positionnel, c'est-à-dire le niveau des places qu'on occupe dans la société, c'est-à-dire des statuts et des rôles sociaux qu'on peut jouer. Et effectivement, c'est le niveau de l'identité. Chaque place dans la société est une place identitaire, et ce qui est à peu près reconnu par tout le monde, c'est que le djihadisme grandit sur un terreau de misère identitaire, hein, c'est-à-dire de remise en question du groupe d'appartenance, ce que j'appelais tout à l'heure l'humiliation ou la privation relative, c'est-à-dire que certains individus vont être en recherche, et ça a été dit encore tout à l'heure, hein, ce matin, vont être en recherche d'une identité de groupe, d'une image du groupe et d'une solidarité qu'ils ne trouvent pas, d'une recherche d'utilité, et éventuellement d'une recherche de vie sociale qui leur est impossible d'avoir dans leur quartier et dans leur vie personnelle. Et même si ce cadre paraît extrêmement autoritaire à l'extérieur, extrêmement rigide, il sera préférable à une absence de cadre et une absence de solidarité. En gros, essayer d'avoir une véritable solidarité recherchée. Je vais passer sur ces questions mais de système orthodoxe, hein, c'est-à-dire ce qui va être recherché, c'est un système très orthodoxe avec une règle extrêmement précise et des règles qui sont faciles à mobiliser et qui ne souffrent pas d'exception. C'est-à-dire que si on ne met pas elles ne sont pas négociables. Si on ne met pas en marche cette règle, on est forcément renvoyé du côté du hors-groupe, donc du côté de l'adversaire. J'y reviendrai. Et donc ces questions de socialisation, on va les retrouver dans les discours des djihadistes, hein, c'est-à-dire chercher ses frères. Alors où est-ce qu'on peut trouver ses frères? On ne les trouve pas ici, on les trouve au Pakistan, on les trouve dans les zones tribales. Donc il y a tout un rite d'initiation. Hein, le djihadiste, c'est celui qui voyage et qui se confronte aux communautés, qui va créer sa solidarité avec les communautés. Je dis ça parce qu'on entend parler quelquefois de radicalisation express
pour parler d'attentats certes terribles, mais qui relèvent de dynamiques radicalement différentes des véritables trajectoires radicales qui sont longues et qui passent par des socialisations classiques. Ce qu'on appelle quelquefois des radicalisations express, c'est souvent l'habillage, j'y reviendrai aussi, l'habillage d'un acte de type terroriste, mais par le religieux, mais qui n'a pas une origine religieuse. Donc la construction d'un nous par rapport à un vous, et un nous et un vous qui sont extrêmement bien délimités, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porosité possible entre le nous et le vous. Et puis ça va se traduire par le nous contre tout un tas d'imaginaires. Donc là je reprends Khosrow Khavar parce qu'il trouve la même chose en prison, hein, c'est-à-dire l'Occident imaginaire. Donc le vous, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est les Alliés, c'est un ensemble de personnes qui sont finalement contre et la démocratie, hein, qui va là-dedans, contre mon projet qui est le projet d'un État islamique, plus équitable et plus fraternel. La question du terrorisme, revendiquée, hein, nous revendiquons comme des terroristes, et ce terrorisme est inscrit dans le texte, c'est-à-dire que le Coran nous ordonne de devenir des terroristes. Les juifs imaginaires aussi, hein, c'est-à-dire que c'est une revanche contre les juifs qui oppressent les Palestiniens, et donc en territoire français, ce sont les mêmes juifs, et c'est une grande famille de l'ennemi, et donc la question même de qui est coupable et qui est innocent n'est pas traitée. Hein, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent, personne n'est innocent, et donc il y a quelque chose dans la destinée de quelqu'un qui doit être combattu. Les militaires, bien évidemment, hein, les militaires qui ont participé aux opérations armées contre les pays musulmans, et jusqu'aux musulmans pervers, là aussi je reprends l'expression à Farhad Khosrow Khavar, c'est-à-dire ceux qui se sont détournés de la vraie religion, hein, donc que ce soit les musulmans qui acceptent de vivre avec les non-musulmans et de se pervertir dans leur vie quotidienne, jusque même aux dirigeants de certains pays qui ne suivent pas l'islam. Ça c'est important parce que pour les négociateurs, il y a eu toute une question de savoir s'il était nécessaire et utile de mettre en face d'un djihadiste un musulman, quelqu'un qui pourrait parler le même langage que lui, qui pourrait le comprendre dans le fondement même de sa religion. On sait que le FBI l'a fait à une époque, qu'à une époque ça a pu produire des bons résultats et que maintenant ça ne marche plus du tout, parce que maintenant le musulman qu'on va mettre en face de lui sera toujours qualifié de pervers, c'est-à-dire ce ne sera pas le musulman tel que le djihadiste qu'on a en face de nous peut l'imaginer. Et à un moment donné, donc ça c'est aussi dans l'affaire Mera. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, mais il y a deux négociateurs en fait. Il y a un négociateur du RAID et un négociateur de DCRI. Et le négociateur de DCRI est musulman et ils se connaissent avec Mera. Ils se connaissent et ils se parlent quelquefois en arabe. Et ils se connaissent parce qu'à un moment donné, pendant les enquêtes, le négociateur de la DCRI l'a rencontré. Et donc il y a tout un jeu un peu pervers entre les deux. Et il lui dit « mais tu tues des musulmans ». Et l'autre lui dit non, je tue des pervers. Il dit mais regarde, moi par exemple, je suis musulman et tu voulais me tuer parce qu'à un moment donné, il lui a dit tu m'avais ciblé. Et Mera lui dit oui, je t'avais ciblé, tu vois, Allah a bien fait les choses, c'était pas ton heure, mais si je t'avais croisé à ce moment-là, tu en prenais une dans la tête. Et il dit mais pourtant je suis musulman moi. Et Mera lui répond oui, moi je suis cosmonaute. C'est-à-dire que cosmonaute. Et là, il reprend exactement la même phrase, mais du tac au tac. Il lui dit je suis musulman que tu le veuilles ou non. Et Mera lui répond et moi je suis cosmonaute que tu le veuilles ou non. Vous voyez, comme quoi hein, on n'est pas dans de la pathologie mentale, on est dans la vivacité d'esprit, et il dit ça au bout d'une vingtaine d'heures de siège. Donc voilà pour ce qui est musulman pervers. Le quatrième niveau est le niveau qu'on appelle idéologique, c'est-à-dire le niveau des croyances. Alors, je vous rappelle les niveaux, hein, l'individu pour ce qu'il est dans son cerveau, pour ce qu'il est dans son esprit, les positions, enfin les relations entre les individus, deuxième niveau, troisième niveau, les positions des individus dans la société, puis quatrième niveau, les croyances. Et les croyances, donc la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la religion, avec donc cette fameuse phrase, hein, radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, qui à mon avis d'ailleurs est une phrase qui relativise pas mal le poids religieux dans la trajectoire radicale, mais qui peut véhiculer des idées fausses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit aussi que finalement,
ces radicalisés-là n'avaient pas de culture religieuse. Ils disent non, ils ont quasiment pas de culture religieuse, ils n'y connaissent rien. Ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Les radicaux auxquels on peut être confronté, y compris dans des situations très violentes, ont une connaissance de l'islam, du Coran, ils peuvent citer les versets du Coran et ils justifient toutes leurs actions par des versets du Coran. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont ignares religieusement. Alors c'est sans doute, ça j'ai appris ça récemment, il y a une sorte de petits manuels, hein, de précis, de choses à sortir assez rapidement dans ces situations-là. Hein, donc sans doute une acculturation rapide et superficielle, mais très, très stricte. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont complètement ignares ou en dehors de toute culture religieuse. Deuxième chose, à mon avis, au niveau idéologique, c'est la question plus généralement des croyances. C'est-à-dire qu'on a affaire très souvent à des individus qui n'ont pas les mêmes référents culturels, mais pas au niveau d'une culture, mais au niveau d'une façon de penser soi, autrui et la société. En gros, là, je me repose sur ce que disait Edward Hall dans les années 70, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes cultures, deux grandes identifications culturelles, des cultures à contexte faible et des cultures à contexte fort. Les cultures à contexte faible, ce sont les nôtres, occidentales, c'est-à-dire dans lesquelles le contexte a peu de prise, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, finalement, c'est l'individu. Nous trouvons important en tant qu'individus libres, responsables, acteurs de nous-mêmes. Ce sont donc les sociétés libérales au sens idéologique du terme, hein, pas au sens économique. Et il y a d'autres cultures que Hall appelle les cultures à contexte fort, dans lesquelles ça a beaucoup moins d'importance. Ça, ce qui est important, c'est l'affiliation, l'appartenance, l'identification à un collectif et la fidélité à ce collectif. Or, toutes nos façons de penser sont très souvent des façons de penser à culture à contexte faible, c'est-à-dire qu'on peut, et ça marche par exemple très bien pour les suicidaires, on peut très bien demander à quelqu'un de s'engager sur une ligne de conduite et ensuite entretenir ça. Et puis s'il va dire non, finalement je ne le fais pas, on va dire attends, tu t'es engagé, maintenant continue, tu vas cochon qui s'en dédie, hein, tu ne vas pas te renier maintenant. Et ça, sur quelqu'un qui vient d'une culture à contexte faible, c'est quelque chose qui est très fort. On peut tenir des gens comme ça. Alors que sur quelqu'un qui a une culture à contexte fort, on ne peut pas. Et ça, c'est l'un des grands enseignements, c'est que par exemple, Mohamed Merah voulait se rendre. Il l'a dit clairement, il se rendait. Et puis à un moment donné, il a dit non, finalement, je ne me rends plus. Et là, les négociateurs qui connaissent très bien ça, on dit attends, on a été réglo avec toi, tu vas être réglo avec nous. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es engagé, tu étais libre, on ne t'a pas forcé. Et l'autre, il dit oui, mais tu sais que chez nous, la ruse est autorisée. Je l'ai dit, mais c'était de la ruse, c'est la taquilla, etc. Et donc, il y a ce rapport qu'on peut avoir en négociation avec des individus à contexte fort, qui est que les ressorts sur lesquels on fonctionne ne marchent plus parce qu'ils s'identifient à un autre mode de fonctionnement culturel. Alors, là, chez Merah, par exemple, oui, ça c'est lui. À un moment donné, donc, le négociateur de la DCRI fait aussi de l'investigation. Il demande comment tu as eu l'argent pour faire tout ça, parce que tu sais, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et Merah lui répond non, l'argent c'est pas le nerf de la guerre, le nerf de la guerre c'est la ruse. Donc c'est-à-dire qu'il refuse, y compris, de valider la parole de l'autre dans des principes de base sur lesquels on peut construire une négociation. Et donc voilà, après c'est toute la séquence, hein, c'est toute la séquence où Mohamed Merah refuse de se rendre, où les négociateurs essayent de lui dire t'assumes pas là, vraiment t'assumes pas, on a été réglo, il y a eu de la parole, il y avait du respect, etc. Et là l'autre dit non, ça marche pas. Alors, en conclusion, je me demandais, puisqu'on était dans les assises de la laïcité, donc vous voyez 4 niveaux d'explication de ces phénomènes, 4 ou 6, suivant qu'on distingue le niveau, j'allais dire, psychiatrique et intra-individuel, et puis le niveau intersociétal et idéologique. Mais en gros, est-ce que la laïcité est une réponse possible à ces questions-là? Alors, une des choses qui est intéressante dans la laïcité, c'est qu'elle fait appel à des niveaux supérieurs. C'est-à-dire que la laïcité ne s'adresse pas aux individus, elle s'adresse à des positions et à des croyances. Donc à ce moment-là, on peut se dire, si on en vient à se poser cette question-là, au moins on sera obligé d'abandonner les questions psychiatriques, les questions d'Internet, les questions de radicalisation en prison. Donc les questions qui nous focalisent sur des trajectoires d'individus, alors que c'est beaucoup plus au niveau des cultures et des croyances que ça se passe. Deuxième chose,
ça pose la question de l'établissement des relations entre eux et nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se pose, la réponse qu'on a vis-à-vis du djihadisme, c'est souvent, ça a été, en tout cas, ça a été en France, et ça revient très fort, des questions d'identité nationale. On n'a qu'à renforcer la question identitaire. Sauf qu'effectivement, en faisant ça, on accentue deux choses, c'est-à-dire le clivage entre eux et nous, d'une part, et puis la deuxième chose, c'est la stigmatisation et l'humiliation de ceux qui se mettent à l'extérieur de l'identité nationale. Donc revenir par la laïcité, c'est y revenir non pas par une laïcité identitaire, mais éventuellement par une laïcité ouverte avec la coexistence et tout à l'heure ce qu'on appelait ce matin la tolérance. Et à ce moment-là, essayer de voir comment réintroduire du coup l'idée qu'une société est composée non pas d'une identité, mais d'identités multiples. Et ça, il y a un psychologue social qui s'appelle Ross qui disait « Une société traversée par une douzaine de lignes de fracture sera toujours moins violente qu'une société traversée par une ligne de fracture. » Parce que s'il y a 12 lignes de fracture, il y a la reconnaissance qu'il y a différentes existences possibles et qu'il y a éventuellement des relations à imaginer entre ces existences-là. S'il n'y a qu'une ligne de fracture entre eux et nous, cette tolérance, mais qui n'est pas une tolérance morale, hein, qui est une tolérance de fond, une tolérance représentationnelle, disparaît, parce que du coup, il y a on est eux ou on est nous. Comme je dis souvent à mes étudiants, il y a les nous et les horribles non-nous, et puis il y a une fracture qui se fait entre les deux. Et dernière chose, donc, la question qu'on se pose à Toulouse avec une plateforme qu'on a essayé de monter avec des psychologues, des sociologues, des infocoms comme moi, des juristes, des informaticiens, et j'en oublie, c'est d'essayer de travailler sur les radicalités et leur régulation, c'est-à-dire que là, on parle d'une forme de radicalité, mais dans des pays voisins, et on l'a un petit peu évoqué ce matin aussi, hein, d'autres types de radicalités violentes sont en train d'arriver sur d'autres substrats idéologiques, et qu'on voit ces choses-là arriver dans pas longtemps ici. C'est-à-dire que les radicalités vont sans doute évoluer dans leur forme, mais elles ne vont pas disparaître. Et donc l'idée, c'est de commencer à percevoir qu'il faut peut-être avoir un regard transversal sur ces choses-là. Arrêter. Alors, le problème des universitaires, c'est qu'ils étudient tous très bien un pan du problème. Hein. J'étudie, par exemple, le message radical sur Facebook. Et donc, comme j'ai des résultats, je vais dire, ben voilà, Facebook est le terreau de la radicalisation. Et puis d'autres, ça va être les quartiers, d'autres, ça va être les prisons, d'autres, ça va être les milieux familiaux. Et chacun pense avoir trouvé l'origine de la radicalisation. Alors que très souvent, il faut regarder ça avec un regard transversal, c'est-à-dire voir comment tout ça peut s'organiser ou pas, parce qu'on va s'apercevoir que quelquefois, il y a des choses, il y a des configurations très différentes, pour produire à un moment donné des comportements radicaux. Donc ça, c'est une première chose, essayer d'avoir un regard transversal, et on n'y est pas beaucoup encouragé en milieu universitaire. C'est pour ça que je trouvais ce matin très intéressant les différents discours d'origine très, très, très diverses. Et puis la grande question qu'on peut se poser et qui va reboucler sur la question de la laïcité, c'est finalement quelle alternative on donne à l'expression de la pensée dominante. C'est-à-dire que toutes ces expressions-là, et là j'embrasserai volontiers les refus de vaccination, les papas qui grimpent sur des grues pour faire valoir leurs droits, les refus, la bioconsommation, refus de certains types d'alimentation, donc vegan, etc. On a tout un tas d'expressions de refus de la pensée dominante qui émergent, certaines qui prennent une forme violente, heureusement pas toutes, mais on parlait ce matin d'écoterrorisme ou de pro-life, etc. On sent dans d'autres pays que ces choses-là arrivent aussi. Donc la question, c'est comment un pays comme le nôtre, une nation comme la nôtre, organise des expressions de pensée alternative. Et donc peut-être la question de la laïcité se pose là, non pas en tant que dogme, mais en tant que possibilité d'expression des pensées divergentes. Voilà, merci. On prend une première série de questions. Oui ? Bonjour et merci beaucoup de votre exposé. J'aurais une question à vous poser sur le traitement informatisé du corpus.
Et spécifiquement, bonjour, sur le traitement informatisé du corpus et sur spécifiquement en fait la manière dont le logiciel distingue des mots importants. J'ai été frappée par le fait que dans votre corpus, il y a à la fois des entretiens, comme ceux de Khosrow-Khavar, et des extraits de négociations. Sauf que dans ces deux cas, en fait, on a un discours qui est contraint. C'est-à-dire que dans un entretien, on pose des questions, et dans une négociation, c'est sûr que le djihadiste ou le radical ne va pas parler de ses vacances à la mer. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que le logiciel choisit ces termes et comment est-ce qu'il les discrimine? Parce qu'un terme qui est récurrent n'est pas forcément un terme idéologiquement important. Je voyais par exemple qu'il y avait beaucoup de t'as vu et de mots parasites. Bon, bah, t'as vu revient autant que machallah ou inch'Allah. Donc, comment est-ce que l'ordinateur traite ça? Alors, chouette de la cuisine. Alors d'abord, dans mon corpus, là, il n'y a que des négociations. Là, donc, je n'ai pas analysé les entretiens de Khosrow-Khavar dans ce corpus-là. Ailleurs, j'ai analysé d'autres choses. J'ai analysé les rapports parlementaires des commissions. Après chaque attentat, on a toujours une commission parlementaire. J'ai analysé ça aussi, mais c'est un autre corpus dont je ne parle pas aujourd'hui. Donc là, ce sont des négociations. C'est un discours contraint et même hyper contraint. Et c'est pour ça que pour moi, c'est du condensé. C'est du concentré de discours, parce que si la personne accepte de parler, vous avez remarqué que dans les derniers événements, ils n'acceptent même plus de parler, mais si elle accepte de parler, elle concentre elle-même le plus important dans le minimum de temps. Donc c'est vraiment du discours concentré. Ça, c'est une première chose. Après, comment le logiciel reconnaît? Effectivement, le fait qu'un terme arrive souvent ne veut pas dire qu'il est structurant. Mais ça, justement, on ne travaille pas sur la fréquence. Et c'est pour ça que je dis que, je vous ai montré un nuage de mots, mais je dis que ce n'est pas ça qui est important, le nuage de mots, parce que le nuage de mots ne restitue que la fréquence. Le plus important, c'est celui qui était à côté, que je peux éventuellement vous remontrer, mais celui-là qui est joli en couleur. Celui-là est important parce que justement, il neutralise les fréquences. D'ailleurs, là, t'as vu, il ne va pas sortir. Parce que justement, il est tellement fréquent qu'il n'est pas co-occurrent avec d'autres formes significatives. Alors, comment ça marche? En gros, on construit un tableau dans lequel on croise le lexique, donc les mots eux-mêmes, avec des segments de texte, donc l'équivalent de 2 ou 3 phrases. Et puis on code par 0 ou 1 la présence ou l'absence de tel mot dans tel segment. Et ensuite on regroupe les profils de segments équivalents et on les oppose aux autres. Et on fait ça de façon binaire à chaque fois. Ce qui nous permet de ne pas nous polariser sur les mots, mais de nous polariser sur les phrases. Et c'est ça qui est intéressant, parce que autant un mot peut être ambigu, autant une phrase est rarement ambiguë. Il y en a des phrases ambiguës, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc si quelqu'un emploie le même mot dans 2 sens différents, la phrase elle-même va lever l'ambiguïté, mais on va trouver le même mot dans 2 classes différentes, et on va trouver des espaces de mots différents pour le même. Donc c'est vraiment une étude par contexte, alors je devrais dire par cotexte, c'est-à-dire des termes qui apparaissent souvent ensemble, et non pas des termes qui apparaissent souvent en soi. Voilà comment on neutralise cet effet dans ces méthodes-là qui sont effectivement plus avancées que du simple comptage de mots. L'une des plus grosses insultes que vous pouvez nous faire, c'est de nous dire qu'on compte des mots. D'autres interventions? La technique, ça refroidit toujours un peu. Ouais. Oui. Oh, c'est juste pour apporter... Ross disait que dans les sociétés pluralistes, etc., Voltaire l'avait dit aussi, il disait qu'en Angleterre, c'est le pays des, alors je ne sais plus combien, 1000 sectes, chacun choisit le chemin vers le ciel qui lui plaît. Et il disait que c'était un facteur d'apaisement social, en gros. Donc rien de nouveau sur le soleil. On évoquait ce matin, pour réagir en 2 secondes à ça, on évoquait ce matin le Canada, le Québec. Et on a reçu Cécile Rousseau, il n'y a pas longtemps, qui travaille un petit peu comme moi avec les forces de sécurité publique au Québec. Et d'abord, eux, ils parlent de radicalisation menant à la violence, avec des traits d'union. C'est-à-dire que radicalisation tout seul n'existe pas dans le vocabulaire québécois. En tout cas, quand on a affaire à des affaires de sécurité publique. Toujours radicalisation, parce qu'ils disent la radicalisation en tant que telle, mais ça a été dit ce matin, n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème social, en tout cas. Ce n'est pas un problème de sécurité publique, la radicalisation en tant que telle. C'est peut-être un problème moral, c'est peut-être un problème dans l'éducation, etc. Mais ce n'est pas un problème de sécurité publique. Ça devient un problème de sécurité publique quand on a une radicalisation qui mène à la violence. Et elle nous disait, en France, vous avez un vrai problème, c'est que vous avez un problème avec la communauté, avec l'idée de communauté. Or c'est vrai que c'est un problème. C'est-à-dire que si on dit que chacun a le droit d'exercer sa religion, il va le faire, sauf qu'une religion, ça s'exerce avec d'autres.
Et donc, si à la fois on dit il ne faut pas exprimer dans l'espace public de signes ostensibles de religion, d'accord, mais en même temps, si on évite ou si on stigmatise le communautarisme, c'est-à-dire qu'on met les gens dans une injonction paradoxale en disant tu dois vivre ton truc dans ton coin, mais ne pas te réclamer d'une communauté parce que la seule communauté possible, c'est la République française. Et donc, les gens sont un petit peu entre deux choses qui sont l'individu et la communauté, mais avec cette idée de la communauté qui n'est pas très bien vécue, dans la mentalité française. Bonjour, merci pour l'intervention. Une question, puisque vous avez présenté le discours radicalisé. Comment expliquez-vous que les derniers radicaux ne veulent plus prononcer de discours et se taisent complètement? Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Alors non, on n'a pas d'explication parce que tous les cas ne sont pas équivalents. Il y a eu des cas où finalement ils ont été interviewés par les médias avant d'être mis en relation avec les négociateurs, et donc une fois qu'ils avaient tout dit à BFM TV, ils ont dit ça y est, maintenant c'est fini, on ne parle plus. Ça c'était un premier cas. Et puis d'autres cas où ils n'ont même pas cherché à négocier. Et donc là, malgré différentes prises de parole, tentatives, ils n'ont pas donné suite. Et il y a un cas dont je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, parce que, évidemment, on ne me dit pas tout dans ce genre de choses. Il y a encore des enquêtes en cours, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles qui ne sont pas encore ouvertes à la recherche publique. Donc ça sera, je pense, pendant quelques années. Mais pour l'instant, c'est vrai que... ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que du coup, certains théoriciens se disent « Est-ce que ça vaut le coup de négocier avec des gens qui n'ont pas envie de négocier ?» Et donc, bien sûr, les équipes de négociateurs, d'où qu'ils viennent, disent « Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour plein de raisons, mais il faut donner toujours une chance à la négociation. Il faut qu'on apprenne à le faire, parce qu'effectivement, ce que je vous montrais, c'est qu'il faut qu'on comprenne les ressorts discursifs nouveaux de ces gens-là, mais ça vaut le coup de le faire. On n'est jamais à l'abri d'une personne qui refusera la négociation et qui préférera en finir le plus vite, le plus rapidement possible. Mais voilà, c'est vrai que les derniers événements de ce côté-là ne rendent pas très optimistes. En fait, l'acte, le message. Oui, c'est ça. C'est ça, le message devient complètement compris dans l'acte et il n'y a plus besoin de l'argumenter. Merci, bonjour, merci pour votre présentation qui d'une part nous fait sortir un petit peu à nouveau de nos façons de penser communes, parce que là on voit tout l'intérêt d'une part de la pluridisciplinarité, voire la nécessité de l'interdisciplinarité, il me semble. Absolument. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Pour ma part, c'est un peu pour rebondir sur les interventions de tout à l'heure. Donc je suis Marina Roujon, anthropologue, chercheur à l'ISERL. Pour ma part, je voulais simplement ajouter un niveau, puisqu'il a été question du Québec et que cette dimension comparative aussi. Et pour revenir sur la fin de votre intervention, vous parlez effectivement de cette question du conflit plus ou moins, on va dire, cristallisé quand on a une division nette entre deux camps ou une multitude de camps. Pour le Québec, il y a un tas de discussions au niveau de... Enfin, il me semble que ça renvoie d'une manière plus générale en fait aux modèles politiques et idéologiques qui sont construits au niveau des États-nations dans ce qu'on appelle la gestion de la diversité. Alors, je déteste ce terme de gestion, mais bon, vous comprenez ce dont il s'agit. On parle d'interculturalisme au Québec depuis quelques années, même si ce terme fait toujours débat. J'en reviens moi-même, donc j'ai aussi beaucoup entendu tout cela. Et on sait bien qu'en France, il y a ce fameux universalisme à la française qu'on oppose très souvent au multiculturalisme. Donc il y a quand même ces questions aussi, je pense, à considérer. Enfin, vous le faites, hein, c'était simplement pour ajouter ce point aussi, pour en être bien conscient. Et il me semble qu'il y a là une difficulté, du coup, dans un modèle qui est certes vertueux au niveau du respect des droits, etc., humains. Bon, on connaît les principes et les valeurs fondamentales auxquelles ça renvoie, liberté, égalité, fraternité, entre autres. Malgré tout, on voit bien que la question de la différence, de considérer la différence et de l'altérité pour elle-même, sans être soit dans une idéalisation, soit à l'inverse, dans une stigmatisation et une réduction, c'est vraiment quelque chose de très... Enfin, d'absent. Enfin, il y a une grande difficulté à penser la différence en soi. Ouais, c'est simplement une note. Merci. Tout à fait, oui.
je ne vais pas répondre parce que je suis évidemment d'accord avec vous. En plus, cette question, alors interdisciplinarité et aussi effectivement interculturalité de ce côté-là, mais du côté des universitaires aussi, pour arriver à voir quelquefois, ne pas être nous-mêmes dans les modèles fermés, mais essayer d'ouvrir un peu nos modèles. Après, c'est une vraie question. Hein. On est dans une enceinte universitaire. Arriver à tenir ce discours-là à l'université, c'est pas toujours très simple. Notamment quand on sait que l'accès à un certain nombre de ressources passe par des périmètres disciplinaires extrêmement fermés. Voilà, il aura fallu que j'attende 25 ans de carrière pour commencer à travailler avec des psychologues cliniciens parce que j'arrivais de la cognition. Et pourtant, effectivement, on s'aperçoit que sur le terrain, ça converge pas mal, même si du côté de la conceptualisation et de la méthodologie, c'est pas exactement pareil. Moi, je voulais juste faire une petite remarque. Professionnellement, je suis directrice d'action culturelle et j'ai 10 ans d'expérience dans tout ce qui est action culturelle et médiation culturelle. Il y a 10 ans en arrière, quand on proposait des actions sur le terrain à une certaine population, notamment dans des villes populaires, les mots du vocabulaire, c'était peut-être que je vais venir, je ne sais pas, enfin, une terminologie, on va dire, assez entre guillemets banale. Et petit à petit, on voit l'évolution des mots utilisés dans la réponse à la sollicitation à des actions culturelles, du genre non merci ma sœur, Inch'Allah ma sœur, Machallah, enfin des mots qui font partie de vos tags de mots d'ailleurs, et qui sont un référent linguistique culturel qui n'est pas issu forcément du vocabulaire familial ou issu de leur origine géographique, enfin géographique des parents, mais qui sont plutôt inspirés du Moyen-Orient ou des voilà. Et je trouve qu'il y a sur mon constat personnel en tant que professionnel, il y a un glissement linguistique qui s'opère où une grande partie de la population qui veut être arabisante, on va dire, par des mots de politesse quotidienne, à connotation plutôt sociale que religieuse, commence vraiment à emprunter un univers linguistique entre guillemets, j'allais dire de manière très caricaturale, daéchisante. Et je dis ça parce qu'il y a un article de Kamal Daoud qui moi, m'a vraiment intéressée, qui pose la question, enfin, qui s'intitule « La daéchisation des esprits », c'est très provocateur, et qui pose la question de si ce n'est pas Daesh qui représente les musulmans, qui représente les musulmans aujourd'hui ? Et dans son article, il démontre que c'est les micro-glissements du quotidien de tout le monde qui en quelque part nourrit ce monstre-là. Alors inconscient évidemment, mais du coup c'est vrai que c'est très interpellant parce que dans une discussion banale qui n'est pas forcément radicalisée, on peut entendre ce tag de mots qui revient ne serait-ce que dans... J'ai vécu l'exemple personnellement d'aller acheter un kebab et que le vendeur qui me dit salade tomate oignon ma sœur Inch'Allah. Voilà, enfin, c'est des mots mal placés, mais dans un univers qui renvoie à un référent, qui renvoie à une fraternité, qui renvoie à enfin, voilà, c'est assez troublant. Et est-ce que, par exemple, est-ce que dans vos instituts, au-delà des cas extrêmement dangereux, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur ces processus, micro-processus qui sont complètement invisibles, mais qui deviennent un référent collectif, qui peuvent devenir un référent un peu plus, alors, plus troublant, on va dire, socialement. Je ne connais pas d'études. Je pense qu'effectivement, là, il y a des sociolinguistes auraient sans doute énormément de choses à dire là-dessus. C'est une question que je pourrais poser dans le cadre de notre plateforme à des psychologues interculturalistes qui interviennent beaucoup avec les associations en milieu associatif de prévention. Alors, soit des associations de jeunes qui sont partis, soit des associations de prévention. Et je pourrais essayer de leur demander si éventuellement ils remarquent un petit peu et à quel moment, puisque c'est des associations intergénérationnelles où il y a des enfants assez jeunes et puis des adultes, à quel moment ça se passe et l'apparition. Mais je crois qu'effectivement il y a une dimension linguistique qui n'est pas que de la langue des linguistes, mais qui est de la sociolinguistique, c'est-à-dire qui est de la parole identitaire là derrière. Et ça prend ça. Mais je pense, alors je connais très mal le sujet, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais pour ce qui me concerne, il faudrait que j'ai un corpus, ce qui est encore autre chose. Merci beaucoup.